On a une menace sérieuse aujourd'hui avec le peuple indigène de l'Amazonie. Ces populations indiennes, elles ont souffert de toute cette pression venue de l'extérieur. Elle porte un chapeau, elle a un pull blanc et beaucoup de rubans très colorés. Et même si on ne voit pas son visage en entier, on devine qu'elle est très jeune. Mon père m'avait offert un appareil photo, j'avais 10 ans. Et je faisais les voisines et ma sœur poser pour moi et je savais exactement qu'est-ce que je voulais des filles. Donc la première sensation d'avoir envie d'être photographe, ça m'est venu de là. Quand on dit Viva Latina, c'est vrai que ce qui peut rassembler un petit peu tous ces photographes sud-américains, c'est malgré tout une sorte de petite folie. C'est assez triste, j'arrive et vous partez. Eh ben on va en face en fait. Bon, donc ça veut dire qu'en fait ça commence. On va bientôt commencer la deuxième partie. Et ce festival photo de la Gacilly, ils ont marqué le coup cette année quand même. Ah bah clairement, ouais, il y en a partout, c'est superbe. C'est superbe, on en a plein les yeux, on est dépaysé et c'est parfait. Parfait. Et vous, avec votre Fender à la main, vous êtes en train de dire qu'on en a plein les oreilles aussi. Ouais, Paloma Negra et on est à la veille de sortie de l'album, on l'a même pas dans les mains. Mais Viva Latina, c'est le thème de cette année. Exactement, c'est pour ça qu'on est là. C'est extraordinaire. Muchas gracias, merci beaucoup. On souhaite une très belle saison pour le festival. Hasta luego, gracias. Le Festival Photo La Gacilly présente Un écrin sonore à La Gacilly, une collection de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Au micro, Alexandre Hérault. Deuxième épisode, Viva Latina. Premier volet, visite privée avec son commissaire Cyril Drouet. On ferme les yeux, chers auditeurs, et on plonge dans la 17e édition du Festival Photo La Gacilly avec vous, Cyril Drouet, le commissaire de ces 18 expositions qui sont autant de galeries à ciel ouvert, offrant plus de 600 œuvres, grand format. Et là, on rouvre les yeux avec vous. Et on rouvre les yeux au point zéro de l'exposition. Et en face de nous, ce sont les iconiques photos de ces femmes monumentales, puisque ces photos font plus de 10 mètres, de cette artiste hyper douée, brésilienne, Luísa D'Or. Et oui, c'est Luísa D'Or qui est une photographe brésilienne de 30 ans. C'est la jeune génération de la photographie sud-américaine. Et quand vous arrivez sur la place de la Ferronnerie, qui est la place un peu centrale du village, à côté de la rivière de Laf, et ben on a cette femme, cette Cholita, qui nous ouvre les bras, qui nous accueille comme dans un théâtre, puisqu'elle est entourée effectivement de deux immenses bancs de tentures bleues, en ouvrant les bras et en nous regardant. Et à la photographie, les Cholitas, Luísa D'Or. Alors Luísa D'Or, les Cholitas, ce sont ces femmes qui, en Bolivie, sont assez reconnaissables. Vous les avez tous vues un peu dans votre imaginaire. Elles ont sur la tête un feutre
important. Elles ont des robes extrêmement colorées. Ce sont des femmes indigènes de Bolivie. Et elles étaient un petit peu marginalisées, mises de côté par la société bolivienne parce que justement c'était des femmes indigènes. Et elles sont aujourd'hui le vrai symbole de l'émancipation de la femme en Amérique du Sud, puisqu'elles portent ce feutre sur la tête qui est la marque des hommes. Elles ont des habits très colorés et on les retrouve un petit peu aujourd'hui dans toutes les strates de la société. Elles sont très présentes même au Parlement bolivien. Et le travail de Luisa Dor, qui est une jeune femme de 30 ans, qui est brésilienne. Qui a déjà eu un World Press en 2019. Qui a déjà eu un World Press en 2019, qui travaille aujourd'hui beaucoup pour le magazine Time aux États-Unis. Et c'est une jeune femme qui s'intéresse à la condition féminine. C'est une portraitiste remarquable, hors pair. Et on a plusieurs expositions qu'elle nous présente ici. Il y a les Cholitas, mais il y a aussi les Faleras. Les Faleras, ce sont ces femmes de Valence, des Falas de Valence. Ce sont les grandes fêtes qui ont lieu en Espagne. Et c'est une coutume qui se perpétue de mère en fille un petit peu, où les femmes cousent eux-mêmes leurs atours, leurs beaux vêtements, des vêtements magnifiques. Et c'est un peu un symbole de tradition importante qu'il faut redonner. On redonne la main à chaque fois aux nouvelles générations. Mais elle travaille aussi sur des portraits que vous pouvez voir aussi bien dans les favelas de Rio de Janeiro. Les favelas, vous savez, ce sont ces bidonvilles qu'on trouve à l'arrière des centres-villes de beaucoup de villes brésiliennes. Et ce qui est intéressant avec cette photographe, c'est que même quand elle nous montre ces femmes, qu'elles viennent dans des conditions très miséreuses, très difficiles, elle montre sa femme dans toute sa dignité. Et une femme des favelas avec Luisa Dor, c'est une femme fière d'être ce qu'elle est et qui croit encore à un avenir possible. Alors ça, vous qui venez de les découvrir ici à la Gacilly, elles vous interpellent comment ces photos qui sont totalement iconiques? D'ailleurs, elles sont d'une monumentalité impressionnante. C'est la puissance de la femme qui, quand même, dans ces photos-là, moi je trouve qu'il y a encore du masculin. Ouais. Et pourquoi? Elle veut renforcer l'identité féminine, la place de la femme, je pense, et elle force le trait. C'est important que ce soit représenté d'une certaine manière via Mère Nature aussi, puisque c'est l'accroche du Festival de la Gacilly, ce combat de ces femmes. Oui. Moi, je pense que c'est important. C'est important et je trouve que c'est beau. Ça dégage quelque chose de beau, de puissant, on sent que dans le regard même, celle du milieu là qui regarde vers la gauche, on sent qu'il y a une puissance dans le regard qui est portée un peu par le vent dans le châle. Non, je trouve ça particulièrement fort et particulièrement beau. Et celle-là, avec tout plein de cœur, là, c'est aussi gai et fort. Il y a de la présence, de la puissance. La féminité quand même aussi. La féminité. Mais une féminité assumée sans... Elles n'attendent pas le regard des autres, j'ai l'impression. Elles sont elles-mêmes, quoi. Ça pose. Vraiment une féminité revendiquée, mais non agressive, quoi, qui va de pair avec la nature. Alors, puisque Cyril Drouet, cette année, les avions ont un peu cessé d'envahir les cieux, et puis que malheureusement, donc, plus de 8 photographes qui auraient pu être présents avec nous venant du continent sud-américain et qui sont ici exposés ne seront pas là. Vous avez comme tâche de les représenter, de les faire parler, de faire parler leur œuvre. Et on va commencer tout naturellement par une déambulation vers, dans ce parcours que vous avez tissé, un illustre, génial, magnifique inconnu, Emmanuel Honorato Vázquez. Alors Emmanuel Honorato Vázquez, c'est effectivement notre petite pépite de cette année. Alors c'est un nom qui ne dit rien à personne. Je vous dirais sincèrement que moi, il y a quelques mois, il ne me disait rien non plus. Et pour cause, puisque c'est un photographe qui date des années 1920. Il est mort un peu prématurément, il est équatorien, il est mort à 31 ans en 1924. Et c'est un petit peu l'œil oublié des années 20, puisque ce garçon qui était issu d'une
d'un milieu extrêmement bourgeois, mais c'était quelqu'un de très rebelle, de très iconoclaste, qui avait une vie de bohème. C'était à la fois un poète, c'était un peintre, c'était aussi un photographe. Et il a fait une photographie résolument moderne qui nous montre cette société équatorienne au début du siècle qui s'ouvre justement à l'époque moderne. Et il s'essaye à toutes les techniques. Il va faire de la photographie stéréoscopique, ce qui était rare aussi. Il va faire des panoramiques verticales. Il s'essaye à tout, c'est un touche-à-tout, et il nous montre toutes les strates de la société équatorienne. Qu'il s'agisse de son propre milieu, qu'il s'agisse de gens plus miséreux, de gens qui vivent dans des difficultés, du monde paysan, du monde aussi des populations indigènes qui parsemaient aussi l'Équateur à cette époque, des Indiens d'Amazonie. Et alors pourquoi oublier ? Parce que sa famille, on va dire, sans doute, c'était un personnage, c'était un peu le canard boiteux de la famille, on va dire. Et ses photographies, quand il est mort très jeune, elles sont restées dans des tiroirs, elles sont restées dans des coffres. Et ce n'est qu'il y a 3-4 ans à peu près qu'un passionné de photographie, qui était lui-même équatorien, a découvert dans ses malles ce trésor magnifique et a décidé de le montrer avec un petit ouvrage, un petit livre qui a fait 300-400 exemplaires à l'époque en Équateur en 2018. Et puis ce petit ouvrage est arrivé jusqu'à nous, jusqu'en France, jusqu'à la Gacilly, où on a eu la chance de le découvrir. Et puis on a pris le pari d'exposer cette œuvre qui n'a jamais été montrée. Donc c'est la première fois que vous pouvez la découvrir ici, au Festival Photo de la Gacilly. Je vous entends arriver, Pierre Fernandez, dans les sous-bois de la Gacilly ici. On se rejoint au milieu de l'espace qui est consacré justement à ce partenariat que l'AFP que vous représentez, puisque vous avez en charge la valorisation des contenus. Là-bas, dans cette vénérable agence, c'est aussi un espace pour se faire connaître. Alors, oui, pour être un peu plus proche du public, quoique nous ne sommes pas à notre coup d'essai, puisque nous avons pratiquement au démarrage du festival proposé un travail sur les éléments, l'eau, la terre, le feu. Voilà, donc ce fut notre galop d'essai, et puis le festival a grandi, et puis nous nous sommes retrouvés l'année dernière, et le festival nous a proposé ce merveilleux partenariat, en disant, écoutez, voilà, on a un continent invité cette année, c'est l'Amérique latine, on aimerait travailler avec vous. Et voilà, je me suis plongé dans nos archives, sur la production de nos photographes, pour aboutir à ces 3 expositions, celle de Martine Bernetti au Chili, celle de Pedro Pardo au Mexique, ou encore celle de Carl de Souza au Brésil. Parlons d'une photo, faisons ce focus sur ce World Press. C'était l'an passé, c'était Pedro Pardo. Et c'est une photo qu'on a peut-être encore tous en mémoire, parce que c'est quand même l'esprit d'un World Press, c'est de nous la graver aussi, de représenter, de synthétiser ce qui a été le plus important peut-être dans une année. Mais il faut que cette photo contienne des éléments qui la font se distinguer. Explication. C'est vrai que l'actualité d'alors sur ces caravanes de migrants, en majorité avec des citoyens honduriens, a marqué l'actualité de la fin 2018 de façon incontestable. Donc voilà, le sujet a été posé. Après, cet homme, cette femme qui essaie de faire passer cet enfant, c'est toute la symbolique de cette barrière Mexique-États-Unis et du rêve que tous ces migrants ont eu d'essayer de trouver une vie meilleure au-delà de la frontière. Donc voilà, le caractère symbolique était là.
L'AFP et la Gacilly, un combat commun pour la planète. Et le texte qui présente votre partenariat commence ainsi. Tout commence par une photo. Unos 350 centroamericanos llegaron el martes a la ciudad de Tijuana en la frontera de México con Estados Unidos, donde varias personas escalaron la valla que divide ambos países. Estos migrantes forman parte de la primera caravana que salió de Honduras hace un mes. Cyril Drouet, originalité du Festival Photo La Gacilly, un partenariat à nouveau tissé avec la prestigieuse agence l'AFP et qui nous présente 3 portfolios de photographes qui ont travaillé en tant qu'agenciers, certes, sur les rumeurs du monde et sur l'actualité, mais qui ont aussi, évidemment, des travaux photographiques propres. On peut évoquer ça et la scénographie qui commence avec un parcours du reportage de Carl de Souza. Carl de Souza, il s'est intéressé depuis, en dehors de ces photographies d'actualité qu'on peut voir quasiment tous les jours, effectivement dans les journaux, dans la presse entière, mais il s'intéresse aussi, de son côté, à la révolte des Indiens d'Amazonie. Donc il était présent en janvier dernier, en janvier 2020, au moment où effectivement tous les caciques ce sont les chefs indiens des tribus amazoniennes, se sont rassemblés, c'était plus de 300, au cœur de la forêt, qui était cette forêt malheureusement maltraitée, brûlée, incendiée, détruite, et d'une terre outragée. Et ces Indiens se révoltent contre le pouvoir de Brasilia, contre le président Bolsonaro, pour justement qu'on puisse protéger et préserver leurs terres. Donc il a suivi celui qu'on connaît, Raoni, tout le monde que vous connaissez tous, Raoni, qui est ce chef indien qui a été très médiatisé. Donc il a suivi la révolte de ces Indiens d'Amazonie. Et après, c'est dans un labyrinthe végétal que vous pouvez découvrir cette exposition. Embora a defesa da Amazônia reste durante um encontro que reuniu centenas de lideranças indígenas em São José do Xingu, no estado do Mato Grosso. Os líderes combinaram de formar uma aliança para resistir aos projetos de Bolsonaro de abrir essas regiões à mineração e à exploração agrícola. O governo atual está nos ameaçando, querendo tirar a terra de nossas mãos. Et puis on continue un petit peu plus. Et vous allez tomber sur Martin Bernetti. Martin Bernetti, qui est un photographe de l'AFP également, qui est un photographe chilien. Et lui, il s'est intéressé un peu au renouveau naturel du Chili. Il y a une photo qui est assez marquante. Quand vous arrivez au début de l'exposition, vous voyez un lac magnifique, les vues du ciel, un lac de couleur turquoise. On a l'impression d'être au bord d'un lagon et d'avoir vu sur un lagon. Maintenant, vous vous approchez un petit peu plus et en fait, ce sont des dépôts de mines de cuivre. C'est un lac qui est un lac extrêmement pollué de toutes les activités minières de la région. Et le Chili, c'est un pays qui a été extrêmement exploité. C'est une terre qui a été extrêmement exploitée. Et si elle continuait comme ça, cette région serait totalement asphyxiée par l'activité humaine. Et Martin Bernetti, le gouvernement chilien a décidé qu'en 2050, toutes les énergies seraient des énergies vertes au Chili et s'est intéressé justement à ce nouveau monde qui est en train de se construire au Chili, c'est-à-dire l'activité photovoltaïque pour produire de l'électricité propre et toutes justement les activités. Il y a aussi l'astronomie qui fait partie de l'histoire du Chili, puisqu'on a le plus beau ciel étoilé qui peut être vu depuis notre planète. Il se trouve au Chili avec les observatoires du Chili. On continue, Cyril Drouet, à faire parler ceux qui ne sont pas là, mais qui sont bien présents pourtant avec leurs photos. Cassius Vasconcelos. Alors là, on a affaire à une exposition bicéphale, double, quelque chose qui nous offre 2 regards sur une œuvre diamétralement, pas forcément opposée, mais en tout cas dans l'impression qu'on peut recevoir, troublante.
Effectivement, c'est la rue Saint-Vincent, c'est une petite ruelle passante à travers le village de Lagacy. C'est une très jolie ruelle, hein, avec des murs de pierre, avec un sol très pierreux, effectivement. Et puis quand vous arrivez au début d'exposition, que vous prenez par le bas de la rue Saint-Vincent, effectivement, vous avez cette œuvre de Cassio Vasconcelos. Alors de loin, on a l'impression d'avoir une myriade de petites fourmis. Il y a une photo comme ça qui fait 6 mètres de long. Et puis vous vous rapprochez. Puis au fur et à mesure où vous vous rapprochez, en fait, il y a 50 000 petites voitures qu'il a photographiées et qui sont toutes agrégées l'une à côté des autres. Alors, Cassio Vasconcelos, c'est un artiste brésilien. Il expose beaucoup, il est très renommé au Brésil. Il a sa propre galerie à São Paulo. Et il s'intéresse justement à ce monde ultra-moderne, ce monde de la société de consommation, de la consommation des transports. Et il y a une image qui est assez marrante d'ailleurs, assez marrante, tristement drôle, je dirais, parce qu'on a l'impression qu'elle a été faite pendant la crise sanitaire avec le Covid-19, puisque vous voyez une sorte d'entrelac comme ça d'avions, de carlingues d'avions, sur une sorte de tarmac d'aéroport, d'un tarmac imaginaire. Et on se dit, tiens, tous ces avions qui sont cloués au sol, il a dû prendre la photo pendant le Covid-19. Non, pas du tout. En fait, c'est une superposition justement d'avions et de carlingues d'avions. Il y en a plus de 250. Il lui a fallu quasiment, je crois, 500 heures de travail pour pouvoir modeler cette image. Mais ce qu'il nous montre, c'est toute la folie des hommes. C'est-à-dire, on est la civilisation de l'automobile, on est la civilisation du tout avion. C'est vrai que le Covid-19 a tout arrêté. Et puis, quand vous continuez à remonter la rue Saint-Vincent, là, vous arrivez sur des images qui n'ont absolument rien à voir. Des photos, c'est vrai qu'au premier abord, on se demande si ce sont des photos, on se demande aussi peut-être ce ne sont pas des peintures. Et en fait, il nous montre, on va dire, une sorte de jardin d'Éden. Il nous montre la forêt idéale, c'est la forêt amazonienne, c'est sa forêt, c'est la forêt de son pays, mais totalement idéalisée. Et dans un procédé technique, qui est un procédé photographique, mais qui s'inspire énormément, vous savez, de ces illustrateurs qui accompagnaient les grandes expéditions du XVIIIe ou du XIXe siècle, où on avait ces dessins un peu naturalistes qu'on pouvait voir dans les vieux albums d'images. Et c'est cette permanence et cette intemporalité de la forêt qui nous montre. Alors là, on est dans une écriture photographique qui n'a rien à voir. Et c'est ça qui nous intéressait, parce qu'en fait, Cassio Vasconcelos dénonce les outrances de notre société contemporaine, mais c'est aussi une ode et un hymne à la nature et à la belle nature. Quand on vient à la Gacilly, on a envie de quoi? Alors ici, la 17e édition, c'est ce thème-là qui est porté, Viva Latina. On a envie de voyager un peu? Oui, on a envie de voyager. Je pense qu'on a aussi envie d'être respectueux et ça pose question quant à nous, notre position également. On est aussi responsables. Et de plus en plus, il faut prendre conscience de l'impact qu'on a aussi sur ce monde. Même en restant là et en ne voyageant pas, on a un impact et on peut changer aussi certaines choses. Je ne sais pas où se trouvent les œuvres. Indiquez-nous, Cyril Drouet, de Pablo Corral Vega. Alors Pablo Corral Vega, il se trouve derrière la place de la Ferronnerie, juste sur les bords de l'Af. Pablo Corral Vega, c'est un coloriste hors pair. C'est un photographe équatorien et il s'est intéressé à la cordillère des Andes. Donc c'est vraiment l'unité finalement, c'est ce qui unit tout le continent d'Amérique du Sud, parce que la cordillère des Andes part des Antilles et c'est une chaîne montagneuse qui va jusqu'au fin fond de la Patagonie. Donc il traverse le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, l'Argentine, le Chili. Et ce qui intéresse Pablo Corral Vega, donc le titre de cette exposition, c'est le Chant des Andes. C'est un peu ce peuple andin, ce peuple de la cordillère, et il s'intéresse aux gens qui l'habitent, aux gens qui habitent cette terre, qui sont unis à cette terre. C'est une photographie très colorée, très sociétale, très intemporelle. Et ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'on a essayé d'allier le visuel à l'écriture. À savoir que Pablo Corral Vega, ces photos qui sont à découvrir, à montrer,
de cette société sud-américaine. Il a demandé au prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa, qui est quand même un personnage exceptionnel, il lui a montré quelques photos et Mario Vargas Llosa s'est pris au jeu d'écrire à partir d'une image, de faire un flash à partir d'une image et d'écrire une petite nouvelle. Donc vous avez toute une série de nouvelles qui accompagnent ces photographies exposées en plein air sur des grands formats. Et ça nous laisse à voir, ça nous laisse à lire et ça nous fait découvrir l'âme de la société sud-américaine. Pourquoi est-ce que je cache mon visage derrière ma main droite ? Ce n'est pas parce que je crois qu'en me prenant en photo, tu vas voler mon âme. Seuls les sots croiraient cela, et je ne suis pas une sotte. Je le cache parce que je n'aime pas qu'un garçon qui n'est pas d'ici se mette à me photographier sans même m'avoir demandé la permission. On ne t'a pas appris, là d'où tu viens, ce que c'est que l'éducation, le respect, la délicatesse dans les relations entre les gens ? Dans mon village, c'est une chose qui existe. Tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, nous nous respectons. Et personne ne passe les bornes sans être critiqué et blâmé par la communauté. Vous devriez apprendre cela de nous, vous autres, à être respectueux et attentifs envers tout un chacun. Iniciamos el vuelo 1837 con destino en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Ciudad de Buenos Aires. El tiempo de vuelo será de 1 hora y 50 minutos y volaremos a una altura de 11.100 metros. Coloquen las mesas rebatibles y los respaldos de los asientos en posición vertical para el despegue. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad ajustado hasta que se apague el cartel indicador. Dans ceux qui nous écoutent peut-être avec Internet, là-bas, chez eux, qui ne sont pas là et qui doivent le regretter, Marcos Lopez. Ah, Marcos Lopez. Marcos Lopez, c'est un photographe argentin. Il y a beaucoup d'humour dans ses images. Il y a beaucoup de couleurs. Alors la série s'appelle Pop Latino. Donc Pop Latino, effectivement, quand on imagine un monde pop-pop, c'est un monde très coloré, un monde presque artificiel. Et Marcos Lopez s'intéresse à la société argentine, à la société mondialisée aussi. C'est-à-dire que ces clichés, en fait, quand on les voit au premier abord, on voit parfois des corps bodybuildés, on a l'impression de rentrer dans un théâtre, c'est extrêmement coloré, vous rentrez dans un restaurant, vous avez les personnages qui animent ce restaurant, on est dans une société extrêmement argentine, il y a un peu de Martin Parr dans sa couleur, il y a beaucoup d'humour, à la Peter Dench un petit peu. Enfin, c'est un monde un peu étrange, totalement faux, mais bien réel. Bien réel, c'est-à-dire que cette société argentine qui nous montre, vous pourriez prendre quasiment les mêmes photos dans des bars branchés parisiens ou à Moscou, ou même au fin fond de New York. En fait, il nous montre l'homogénéisation de la culture. Et ce à quoi on est en train de tendre, c'est qu'on essaye de tous aller vers la même musique, vers les mêmes codes. Et c'est une façon de dire avec humour, attention, attention, essayons tous aussi de préserver nos identités et nos identités culturelles, parce que ce sont elles qui font la richesse d'un monde. Il y a une photo qui est très marquante, qui montre bien, qui est drôle d'ailleurs, qui nous montre bien cette société de consommation. On est à Mar del Plata et on est sur une terrasse de restaurant. Et vous avez cette terrasse de restaurant où, en principe, on est là pour déjeuner, pour manger. Et vous avez une douzaine de personnes, en fait, ils sont tous avec un portable, ils ont tous les yeux rivés sur leur portable. Et ça, c'est vraiment notre monde d'aujourd'hui. O Brasil mobilizou neste domingo 2 aviões Hércules C-130 e uma vasta operação militar para apagar os incêndios que devoram partes da Amazônia. Enquanto isso, novos protestos estão programados contra o presidente Jair Bolsonaro por sua gestão da situação. Uma espessa fumaça cobre a cidade Cyril de Drouet, Porto Velho, no estado de parce qu'elle vit depuis plus de 12 ans en France, elle a pu être là avec nous. Parce qu'elle est franco-brésilienne maintenant, parce qu'elle est d'une intelligence prodigieuse, que son regard est affûté.
parce qu'elle nous offre un travail directement en prise sur ce qui a été le déclic de cette édition Viva Latina, c'est-à-dire ces feux de forêt en Amazonie dramatiques en 2019 qui aujourd'hui continuent. Rencontre, grâce à vous, avec Carolina Arantes. Carolina Arantes, c'est un jeune talent du photojournalisme aussi. C'est une femme qui a à peine 40 ans. Et moi, je me souviens, on était toujours en cet été 2019. Et je ne la connaissais pas spécialement, Carolina. Et je l'ai eue au téléphone. On sentait des sanglots dans sa voix, une émotion terrible. Et elle nous parlait de ces forêts en feu. Et elle habite à Paris, effectivement, et elle est brésilienne, donc son cœur est au Brésil. Et de voir ces forêts brûlées, c'était effrayant pour elle, terrifiant. D'ailleurs, elle le dit encore, c'était terrifiant. Et elle a voulu partir là-bas, donc elle est partie. Elle est restée plusieurs semaines, et elle a voulu montrer l'épicentre des feux de forêt, où se trouve l'épicentre des feux de forêt en Amazonie, c'est-à-dire dans la région d'Altamira. Entidades de direitos humanos da ONU e da OEA alertaram que a pandemia do novo coronavírus deixa os indígenas da Amazônia em grande risco. As organizações pediram que os países da região adotem medidas mais fortes para proteger essa população. Cyril Drouet, il y avait Carolina Arantes, il y avait aussi Sebastião Salgado. Il a été présent à chaque fois que les gens voulaient l'interroger. Il était là, il parlait à chaque fois avec la même intensité. C'est un seigneur. Salgado, c'est un seigneur. C'est vraiment un témoin de notre époque, et un témoin de notre époque depuis quasiment 50 ans de travail. Après, il y a quelque chose qu'on aime bien, qu'on a fait réaliser l'année dernière et qu'on a refait cette année avec Salgado, c'est d'avoir un grand maître de la photographie et puis d'aller revisiter une histoire qu'il a réalisée plusieurs années auparavant. L'année dernière, on a eu le bonheur d'avoir Joseph Koudelka. C'était une édition qui était consacrée au pays de l'Est. Et on avait exposé la totalité quasiment de son travail sur Prague 68. Donc il y avait à peu près, pas dire de bêtises, mais il y a quasiment 250 photos qu'on avait montrées au grand public. Et là, le travail qu'on a montré de Sebastião Salgado, c'est sur son pays, sur le Brésil. Et c'est sur la mine d'or de la Serra Pelada. C'était une mine d'or, c'était un travail qu'il avait réalisé en 1986. En fait, l'idée avec la scénographie de cette exposition qui a été faite avec Lélia Salgado, son épouse, c'était de se retrouver en immersion au milieu de cette mine qui est une mine totalement épique, totalement dantesque. Quand vous regardez les images, sincèrement, on a l'impression d'être plongé dans un cinéma d'une autre époque. On a l'impression d'être plongé même dans l'histoire du monde. On a presque l'impression d'être au moment des immenses chantiers qui ont dû avoir lieu à l'époque de la construction des pyramides sous les pharaons pendant l'Égypte antique. Il nous montre 50 000 personnes, je ne sais pas si vous imaginez, 50 000 personnes dans une fosse béante qui fait à peu près 400 mètres de diamètre. Et de ces milliers de gens miséreux qui sont en train de fouiller le sol, de gratter la terre, avec parfois, ils ont les jambes plongées dans de l'eau boueuse, dans de l'eau où on trouve du mercure, enfin dans des conditions absolument épouvantables, à la recherche du filon d'or. Et c'est vrai que ce travail de Salgado témoigne aussi d'une immense humanité. Parce que ce qui intéresse Sebastião, c'est pas la laideur du monde, c'est de montrer ces hommes au travail, de montrer la dignité des gens, quelles que soient leurs conditions, quand ils sont au travail. Et cette œuvre méritait d'être revue pour le grand public, parce que elle nous montre aussi à quel point on peut martyriser la terre.
Une maman, une petite fille, se promènent dans ce parcours insensé de cette pénétration à l'intérieur de la misère humaine, du travail colossal que ces hommes fourmis ont fait. Et c'était, vous savez, en quelle année ? C'était dans les années 80, je crois, c'est ça, d'après ce que j'ai lu. Et c'est assez impressionnant, en fait, de voir... ça fourmille, quoi, en fait. On n'a pas l'impression de voir des êtres humains, quoi. On a l'impression de voir des petites fourmis, en fait, à l'œuvre. Et de voir que l'homme en arrive toujours là pour l'appât du gain, quoi. Ça fait... pour moi, ça me fait toujours un petit peu mal au cœur de voir ça, quoi. De voir jusqu'où on peut aller, avoir à s'entretuer, ça pour être plus riche que l'un ou que l'autre, quoi. Ou pour survivre, qu'est-ce qu'ils cherchent, ces gens ? Ils cherchent de l'or. Et l'or, c'est quoi ? C'est une petite pierre dorée et qui coûte très cher. Donc ils veulent de l'argent. Oui. Tu irais, toi, au fond de cette mine ? Non. Assez effrayant, non ? Oui. Est-ce que ça te rend triste ? Oui, un peu, parce que de savoir qu'il y avait des gens qui faisaient tout ça pour rien trouver finalement, c'est triste. C'est vrai qu'en plus de ça, dans toutes ces photos qui sont là, il y en a presque une quarantaine qui sont exposées avec un parcours savamment étudié par la femme elle-même de Sebastião Salgado avec qui il travaille. Il n'y a jamais la présence dans ces photos noir et blanc de la pépite jaune, on la voit jamais. On voit rien de doré, quoi. On voit pas quelque chose qui brille, quoi. En fait, ce qui brille là, c'est juste l'eau sur les personnes, enfin sur les êtres humains, les travailleurs, quoi. Donc c'est la chose en fait qu'on voit briller, quoi. Finalement, quoi. C'est dans les photos, c'est la boue qui est déposée, l'acharnement au travail, la sueur aussi. La sueur, l'eau, la boue, tout ça s'entremêle et en fait c'est ça qui brille sur les personnes et la pépite. On la voit pas, quoi. Fin du premier volet de ce second épisode d'un écrin sonore à la Gacilly. Une collection de podcasts originaux à retrouver sur toutes les plateformes de diffusion, Apple et Google Podcasts, Spotify et Deezer, ainsi que tous les agrégateurs de podcasts. Toutes les informations pratiques sur cette 17e édition, ouverte gratuitement au public dans le respect des gestes barrières jusqu'au 31 octobre 2020, sont consultables sur le site festivalphotolagacilly.com. On vous y attend nombreux.